Le mercato d'hiver vient tout juste de fermer ses portes, et côté marseillais on a été très actif, avec 3 arrivées de poids et 7 départs si on compte les prêts. On va faire le bilan de ce mercato d'hiver très agité du côté de Marseille, mais je trouvais ça intéressant cette fois d'incorporer le bilan dans une analyse plus large, en se demandant plus généralement comment Pablo Longoria et ses équipes ont transformé l'OM depuis leur arrivée. De votre côté, dites-moi quelles sont les plus grandes réussites de Longoria selon vous, et quels sont ses échecs depuis son arrivée. J'attends vos avis et vos tops et vos flops mercato en commentaire. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec un retour en arrière et plus précisément au 26 juillet 2020, date à laquelle Pablo Longoria est nommé directeur général du football ou Head of Football pour Jacques Henriero. L'ère Zubizarreta a été marquée par pas mal d'échecs, avec des joueurs qu'on payait cher, qui avaient des gros salaires qui pesaient sur les finances et qui donnaient pas franchement satisfaction sur le terrain. Longoria arrive lui avec une réputation de geek du football, très compétent dans le domaine du mercato, mais à son arrivée il doit aussi composer avec les problèmes financiers du club, et à ce moment-là l'idée c'est surtout de faire des bons coups sans se ruiner. Alors quand il arrive, Pape Gueye a déjà signé, l'option d'achat d'Alvaro a déjà été levée, et Balerdi vient d'être prêté par Dortmund. Sur la deuxième partie du mercato, il fait venir Michael Cuisance en prêt avec option d'achat. Alors sur le papier l'idée était plutôt bonne, mais sur le terrain ça a été beaucoup plus compliqué, et sans surprise, on lève pas l'option. Pour trouver une doublure à moindre coût à Amavi, Longoria saute sur l'opportunité Nagatomo. Il aurait été plus qu'une doublure avec la blessure d'Amavi, c'est pas un flop à proprement parler, il a rendu de bons services, alors c'était pas transcendant, mais économiquement on s'est pas ruiné non plus. Côté jeune, Longoria fait venir Luis Enrique avec l'objectif qu'il se développe à l'OM, à part quelques passes D sur la fin de saison, on n'aura pas vu grand chose de son potentiel. Dans le même temps, Bamba Dieng est prêté avec une option d'achat de 400 000 € par Diambar, une académie partenaire. Dans un contexte contractuel très compliqué et pour éviter un départ libre, Longoria prête Maxime Lopez à Sassuolo avec une option d'achat de 2 ou 3 millions et réalise aussi une première belle vente avec le départ de Bounassar au Bayern pour 10 millions d'euros, un joueur qu'on avait acheté environ 1,5 million en 2015. Au mercato hivernal, Longoria fait quelques ajustements. Lirola arrive en prêt avec option d'achat, Arkadiusz Milik arrive dans la peau du grand attaquant tant attendu en prêt avec option d'achat lui aussi. En parallèle, il trouve une porte de sortie à Strootman, une solution pansement avec un prêt sec de 6 mois au Genoa. Mitroglou est lui libéré du contrat qui pesait énormément sur les finances du club. Par contre, des tensions apparaissent entre Villas-Boas et Longoria au moment de la vente de Sanson à Aston Villa, qui était une nécessité économique et pour laquelle AVB n'a pas eu franchement son mot à dire. Même chose pour Radonjic, prêté au Hertha Berlin et qui était devenu un super sub très impactant pour AVB. Les tensions vont atteindre le point de non-retour au moment de l'arrivée d'Olivier Ncham, dont on se rappelle comme si c'était hier, accueilli par une conférence de presse glaciale d'AVB, et derrière le départ du coach portugais début février. Dernier mouvement dont on n'a pas encore parlé, l'échange Tongia-Ake avec les deux joueurs valorisés à 8 millions. Ça n'a pas porté ses fruits avec Tongia qui part l'été dernier sans avoir joué le moindre match en pro. Après ça, comme le disait AVB, c'est l'année 0 qui s'ouvre pour l'OM après un début de projet assez bancal sur le plan économique, malgré une finale de C3 en 2018. Germain, Ncham, Cuisance, Kawi, Nagatomo, Pelé et Rokia quittent le club en fin de contrat. Thauvin ne prolonge pas et part au Mexique, ça aussi ça nous permet d'économiser de la masse salariale. À côté de ça, Longoria trouve une porte de sortie à Benedetto qui est prêté à Elche, Radonjic à Benfica, Strootman à Cagliari, et côté vente, à part l'option d'achat de Lopez qui est levée, Sakai rapporte aussi 1,5 million pour son départ au Urawa Red Diamonds. Au rang des arrivées, Balerdi est définitivement olympien pour environ 8 millions d'euros après de longues semaines de négo. Même chose pour Lirola qui revient alors que la Fiorentina s'était montrée très dure en affaires. Dommage que le joueur n'ait pas été à la hauteur des efforts que Longoria a déployés pour le faire revenir. Pour renforcer l'équipe en qualité, Guendouzi est recruté en prêt avec option d'achat de 11 millions d'euros, et avec le recul on se rend compte que c'est un vrai braquage. Une relation se développe avec les Gunners, Saliba est prêté pour 1 an et ce sera un joueur hyper important pour la qualif en Ligue des Champions. Une bonne relation aussi avec la Roma qui nous prête Cengiz Under avec une option d'achat d'un peu plus de 8 millions et Paul Lopez qui arrive pour environ 12 millions dans le but de concurrencer Mandanda. Là aussi avec du recul c'est deux très bonnes affaires. Au rang des paris, Conrad de la Fuente arrive avec l'étiquette de pépite mais ne s'imposera jamais, gêné par une blessure en deuxième partie de saison et qui a globalement déçu quand il a joué. Sur demande de Sampaoli, l'OM fait venir Luan Pérez pour 4,5 millions et qui fera une bonne saison d'ensemble malgré quelques périodes de moins bien. Gerson arrive lui pour une vingtaine de millions d'euros et après un démarrage compliqué, il va faire une excellente deuxième partie de saison en étant l'un des artisans majeurs de la qualif en LDC. Côté jeune, Longoria lance sa politique de post-formation en faisant venir Nadir et Ben Seguir, deux espoirs niçois, et Pedro Ruiz Delgado, jeune attaquant du Real qui sort d'une grave blessure.
Au mercato hivernal, le prêt de Benedetto est écourté pour qu'il soit vendu à Boca pour 3 millions d'euros, mais gros lot de consolation quand tu sais que t'as mis 15 millions au départ. Amavi est prêté à Nice avec une option d'achat qui sera pas levée à la fin, et dans le sens des arrivées, Longoria fait quelques ajustements avec l'arrivée libre de Kolasinac pour remplacer Amavi et apporter un peu plus de qualité dans le couloir gauche, même si c'est pas hyper payant sur les 6 premiers mois. Bakambu arrive avec un gros salaire qui comprend aussi sa prime à la signature qui est lissée, des buts importants mais rien de vraiment sensationnel non plus. Chose rare aussi avant ça, la direction anticipe la saison prochaine en faisant signer Gigot, mais en le laissant en prêt au Spartak Moscou pour la deuxième partie de saison. L'équipe change totalement de visage et n'a déjà plus grand chose à voir avec l'équipe de la saison 2020-2021, une saison globalement réussie avec Sampaoli et une qualif en LDC à la clé qui a été une très bonne nouvelle sportive pour attirer des joueurs, mais aussi pour ce que ça rapporte économiquement parlant, et faut aussi se dire que tout ça a été permis à la dernière seconde de la dernière journée. À l'été 2022, Ribalta devient le nouveau directeur du football de l'OM pour épauler Longoria qui a terminé la saison 2021-2022 en étant totalement épuisé. Dans le même temps, Sampaoli quitte l'OM au tout début du mercato après des désaccords avec sa direction. Le tandem Longoria-Ribalta choisit Tudor pour lui succéder, et alors qu'on s'attendait à la saison de la continuité après la qualif en Ligue des Champions, il faut maintenant préparer un groupe sur mesure pour mettre en place notre nouveau style de jeu. Un mercato qui commence par plusieurs départs, Saliba qui retourne à Arsenal après une très bonne saison, Camara qui part libre à Aston Villa après plusieurs tentatives de prolongation infructueuses, mais aussi Alvaro González qui résilie son contrat pendant l'été. Pour régler la concurrence au poste de gardien, Mandanda est transféré gratuitement à Rennes avec l'objectif d'aller au mondial, un gros salaire de libéré par la direction qui va continuer dans ce sens-là, Milik prêté avec option à la Juventus, Bakambu libéré de son contrat seulement 6 mois après son arrivée, et la mission c'est surtout de se séparer des grosses déceptions. Lirola est prêté avec option d'achat à Elche alors que beaucoup d'espoir étaient fondés sur lui l'été précédent, Amavi est prêté sans option à Retafe pour limiter la casse, Radonjic est prêté avec une faible option d'achat au Torino qui voulait la lever aux dernières nouvelles, et ça va nous permettre de récupérer un petit peu alors qu'il était en fin de contrat. Même chose pour Strootman au Genoa, Luis Enrique fait aussi son retour à Botafogo en prêt avec option d'achat de plus ou moins 8 millions d'euros, Conrad est prêté avec option à l'Olympiakos avec qui les 6 premiers mois ont été très compliqués en étant écarté du groupe, pourtant auteur d'une bonne saison d'ensemble, Luan Perez quitte l'OM pour Fenerbahçe et un peu plus de 5 millions d'euros, Chalet Atsar part lui pour 8 millions d'euros à Southampton à un an de la fin de son contrat après avoir été annoncé comme un candidat au départ à chaque mercato. Sur les arrivées, Lopez, Guendouzi et Under sont définitivement olympiens, et à côté de ça, le mercato sera beaucoup plus animé que ce à quoi on pouvait s'attendre. Ruben Blanco est prêté pour être la doublure de Pau Lopez après le départ de Mandanda, et son salaire est beaucoup moins important que celui de Steve. Pour renforcer le côté droit, la direction recrute Jonathan Klaus qui sort de 2 grosses saisons à Lens, un recrutement complet parce que Longoria recrute aussi sa doublure en faisant venir Caboret en prêt avec option d'achat. Défensivement parlant, Longoria a convaincu Bemba de s'engager libre après la fin de son contrat avec Porto, Bailly vient tenter de se relancer après plusieurs années marquées par des pépins physiques, un prêt avec option d'achat obligatoire selon certaines conditions, alors qu'on avait du mal aussi à trouver un latéral gauche de bon niveau depuis plusieurs années, Nuno Tavares est prêté sans option d'achat et devient une nouvelle opération avec Arsenal après Guendouzi, Saliba et Kolasinac. En attaque, Luis Suarez signe pour 10 millions d'euros avec pas mal d'incompréhension, annoncé par surprise à 23h50 avec un profil qui correspond mais qui semblait quand même être une idée de mercato un petit peu bancale. Pour frapper un grand coup et apporter de la qualité et de l'expérience, la direction saisit l'opportunité Sanchez et le fait signer pour 1 année et 1 année en option, un bon coup pour un joueur accueilli par des supporters bouillants à son arrivée. Alors que Malinowski est annoncé dans le viseur de l'OM sur les derniers jours du mercato, c'est finalement Harit qui fait son retour sous forme de prêt avec option d'achat obligatoire de 5 millions d'euros, après avoir réalisé une bonne deuxième partie de saison dernière. Après cette petite chronologie, c'est l'occasion de faire un bilan de ce mercato d'hiver 2023. Alors encore une fois, on attendait quelques ajustements, mais c'était difficile de s'attendre à un tel mois de janvier. La première mission de Longoria, c'était de trouver des portes de sortie aux joueurs qui ont déçu. Luis Suarez est prêté avec une option d'achat obligatoire de 8 millions d'euros si Almeria se maintient. La situation de Gerson a été compliquée sur le plan personnel, mais aussi sur le terrain. Il a finalement fait son retour à Flamengo après plusieurs semaines de négociations compliquées pour trouver un montage financier qui arrange toutes les parties.
Pape Gueye a été prêté dans les toutes dernières heures après avoir eu très peu de temps de jeu sur les 6 derniers mois, un prêt sans option d'achat lié à la menace d'une suspension par le TAS. Bamba Dieng semblait lui revenu dans les petits papiers du staff et de la direction, mais il a fini par signer à Lorient pour 7 millions, plus 3 millions de bonus. Du côté des jeunes joueurs, Isaac Touré a été prêté à Auxerre sans option pour prendre de l'expérience, Ben Seguir est parti gratter du temps de jeu à Valenciennes, et Bertelli a été prêté à l'Olympique d'Alès sans option d'achat, mais il sera en fin de contrat en juin prochain, donc je pense qu'on le reverra plus à l'OM. De son côté, Targaline a lui été transféré gratuitement au Havre, mais on garde un pourcentage à la revente. Côté arrivée, la priorité c'était de recruter un milieu offensif droit, les contacts n'étaient pas rompus avec Malinowski qu'on a réussi à faire venir, et pour le coup l'opération financière est très bonne, 10 millions plus 3 millions de bonus. C'est quand même très loin des sommes évoquées l'été dernier pour un joueur clairement souhaité par la direction. L'autre priorité c'était d'abord de trouver un milieu offensif percutant pour combler l'absence d'Harit, et après avoir loupé Trossard de peu, la direction va chercher un buteur pour faire redescendre Sanchez, et encore une fois après la déception Mofi, on arrive à faire venir Vitinha dans les toutes dernières heures et avec un transfert record à la clé. Le bilan est assez simple pour ce mercato. On n'a perdu aucun joueur indispensable, la direction a trouvé des solutions pour les joueurs qui jouaient moins, et on se renforce avec des joueurs de qualité qui peuvent nous apporter une vraie plus-value, même s'ils devront progressivement s'intégrer. On a approché des joueurs qu'on n'aurait pas imaginé à notre portée il y a encore quelques années et même il y a quelques mois, et quand on regarde le trio de recrues de cet hiver, c'est plein de cohérence et ça a vraiment du sens sportivement et économiquement. Pour faire un bilan des mercatos depuis l'arrivée de Longoria, faut se dire qu'il a dû composer avec les erreurs de la précédente direction, il a fallu passer par les fins de contrat, les prêts avec prise en charge du salaire et des ventes au rabais pour limiter la casse par rapport aux investissements ratés. La qualification en Ligue des Champions a fait beaucoup de bien du point de vue finance, la billetterie aussi, et tout ce cercle vertueux nous permet d'avoir un peu plus de marge de manœuvre. Ce qui est surtout intéressant avec Longoria, c'est qu'il y a l'objectif d'avoir un maximum de cohérence, l'effectif est totalement adapté à ce que demande Tudor en termes d'intensité, d'efforts, de technique, les profils recrutés collent parfaitement, et là où c'est intéressant, c'est qu'il arrive aussi à trouver des portes de sortie aux joueurs à qui il a fait confiance et qui n'ont pas totalement convaincu. On pense à Conrad, Bakambu, Luis Enrique, Lirola ou Suarez. On peut parler aussi de certains échecs comme Cuisance ou Encham, mais c'est des échecs peu risqués parce qu'il y avait des options d'achat, mais on était libre ou pas de les lever, donc ça nous a pas engagé sur le long terme. Sur l'aspect vente, il est maintenant épaulé par Ribalta, dont c'est la marque de fabrique. On attend une grosse vente, mais on peut avoir bon espoir, sachant que l'équipe tourne bien et qu'on a un effectif très cohérent. C'est un cercle vertueux qui nous permet de mieux valoriser les joueurs par rapport aux dernières années. Longoria a quand même réussi à récupérer 18 millions pour Sanson, et au-delà de ça, il y a autre chose qui a changé, le discours par rapport aux fins de contrat. Il a mis la pression sur des joueurs comme Chalet Tsar, et il a fini par partir pour 8 millions à 1 an de la fin de son contrat, et c'est la politique générale qui va nous permettre d'éviter les départs libres sur les prochaines années. En tout cas, ça bosse très bien aussi sur les arrivées, la direction a de très bonnes connexions, avec des clubs avec qui on peut traiter plus facilement que d'autres, et ça nous permet de nous positionner sur des joueurs de très grande qualité, surtout si on ajoute la capacité de Longoria à convaincre. Il faudra maintenant réussir à vendre au bon moment pour pérenniser le projet, et surtout continuer de se qualifier en Ligue des Champions, et dans ce cas-là, on imagine que le tandem Longoria-Ribalta n'aura plus de limite sur le marché, parce qu'il s'adapte à la situation économique. Pour le moment, on attend de voir les résultats de la politique de post-formation, mais avec Felipe Saad qui supervise les prêtés, ça va finir par porter ses fruits, mais faut trouver des clubs qui offrent un rôle important à nos jeunes, et ça n'a pas été le cas cet hiver avec un joueur comme Simon par exemple. En tout cas, on sent que la direction est de plus en plus ambitieuse, et le travail de la direction doit maintenant être récompensé par une deuxième qualif en LDC. L'aspect sponsor va aussi aider à la bonne santé économique du club. Après la fin du partenariat avec Kazoo en fin de saison, c'est la CMA-CGM qui sera sur le maillot, avec à la clé apparemment un contrat très intéressant, qui va nous permettre de continuer notre montée en puissance. En tout cas, on l'espère, parce qu'on se régale vraiment avec tout ce qui se passe actuellement. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu pour aider la chaîne et lui permettre d'être de mieux en mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner si c'est pas déjà fait pour suivre l'actualité de l'OM en ma compagnie sur la chaîne. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, écrivez Pablo dans les commentaires. De notre côté, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.